Mes chers camarades, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Alors comme d'habitude, je vais vous présenter la deuxième vidéo concernant les leçons, bien les cours dans le module de l'initiation à la traduction. Alors comme vous le savez, j'ai déjà présenté dans la première vidéo la traduction, ça veut dire la définition de la traduction et les différentes analyses que les traducteurs prennent en considération pour bien traduire un texte de la langue de départ à la langue d'arrivée. Alors, je vais vous présenter dans cette vidéo, les procédés de traduction directe, à savoir l'emprunt, le calque et la traduction littérale. Et par la suite, je vais vous présenter aussi les critères de validité de la traduction dite pragmatique. Lisibilité, accessibilité, acceptabilité. Et dans une autre, si j'aurai le temps, je vais terminer le cours en entier, Inch'Allah. Alors commençons. Les procédés de traduction. Les procédés de traduction constituent un des outils pour l'appréhension du sens du texte de départ et le moyen par lequel le traducteur réexprime ce sens dans la langue d'arrivée, en tenant compte du destinataire et de la fonction que ce texte aura dans la culture réceptrice. Alors comme vous savez, les procédés, ce sont les techniques ou bien les moyens, la façon, la manière dans laquelle le traducteur peut traduire un texte aisément, facilement, de la langue de départ à la langue d'arrivée. Les procédés de traduction sont généralement classés en deux groupes. Alors il y a deux grands groupes de procédés, de démarches, de techniques. Il y en a les procédés de traduction directe et sont utilisés dans des passages où la langue de départ et la langue d'arrivée partagent des catégories parallèles sur le plan de la structure et sur le plan conceptuel. Ça veut dire que la langue de départ et la langue d'arrivée ont une chose ou bien ont des procédés en commun, ont des catégories parallèles. Par exemple, sur le niveau de la grammaire, des structures et sur le niveau conceptuel, les concepts. Alors ils sont rapprochés, ça veut dire on trouve les mots ici et là. De ce fait, le message de départ se transpose facilement dans la langue d'arrivée. Par contre, les procédés de traduction oblique, dits aussi indirects, sont nécessaires lorsque la langue de départ et la langue d'arrivée ne partagent pas d'éléments sur le plan structural ou sur le plan conceptuel. Ces procédés servent à remplacer à divers degrés des parties du discours. Alors dans ce cas, dans ce deuxième type de procédés qui sont obliques ou bien indirects, le traducteur se trouve obligé de bien interpréter le message ou bien l'énoncé ou bien le texte afin d'arriver à une bonne traduction bien comprise. Pour la traduction générale, ces procédés constituent un cadre méthodologique. Alors, quand on dit procédé, on dit une méthode. Alors, c'est un cadre, ça se trouve bien se met dans un cadre méthodologique, convenant à presque n'importe quelle combinaison de langues. Toutefois, quelques-uns de ces procédés sont repris par les théoriciens de la traduction avec des nuances quant à leur appellation et parfois quant à leur nature. Alors maintenant, on va commencer par les procédés directs. Alors le premier procédé s'appelle l'emprunt. Alors l'emprunt, on peut dire emprunter quelque chose. L'emprunt, c'est le mot qu'on emprunte d'une langue pour le mettre tel qu'elle est, sans traduction, dans l'autre langue. Alors l'emprunt consiste à ne pas traduire. Alors c'est ça, ne pas traduire. Pas de traduction. Et à laisser tel quel un mot ou une expression de la langue de départ dans la langue d'arrivée. Alors le mot ou bien l'expression ne change pas, puisque lorsqu'il n'existe pas de terme équivalent dans la langue cible. Alors pourquoi on a laissé le mot tel qu'il est? Parce que tout simplement on n'a pas trouvé un mot équivalent qui porte ou bien qui portera le même sens.
Cela permet également de situer clairement le texte dans son contexte culturel par l'intermédiaire du registre du vocabulaire utilisé. Exemple, quand on dit parking, cool, sandwich, chips, etc. Alors ce sont des mots qui sont empruntés de la langue anglaise pour bien les mettre dans la langue française. Alors il n'y a pas de changement, on dit parking, cool, sandwich et ainsi de suite. Il y en a d'autres bien sûr. Deuxième procédé, c'est le calque. Le calque. Alors le calque, c'est traduire littéralement le mot ou l'expression de la langue de départ. Ça veut dire que on traduit mot à mot. Alors c'est une copie. Il n'y a pas de changement. Il y a une traduction littérale. يعني واحد الترجمة حرفية. On traduit le mot avec un autre mot et on laisse l'organisation, bien la structure de la phrase telle qu'elle est. Alors c'est une copie de l'original. يعني واحد photocopie de l'original, un emprunt qui a été traduit. Alors si on peut faire une relation entre le calque et l'emprunt, alors le calque c'est un emprunt qui a été traduit, littéralement bien sûr. Exemple, de Cold War. Alors, the Cold War, c'est une phrase anglaise. It's an English phrase. On l'a traduit par la guerre froide. La guerre froide. Même si on a changé la place des mots de Cold War, on a commencé par la guerre froide. Alors, on peut faire ça, mais les phrases, les mots, pardon, sont traduits littéralement. Alors, froide, c'est cold, et guerre, c'est war. Là, c'est deux. Je continue. Alors, d'autres exemples. World Health Organization. Alors, Organisation mondiale de la santé. Hard disk, disque dur. Online, en ligne. Le troisième type, c'est la traduction littérale. وهي الترجمة الحرفية. Alors, on va voir quelle est la différence entre ce type et le deuxième. Alors, c'est un procédé qui consiste à traduire la langue source mot à mot, sans effectuer de changement dans l'ordre des mots ou au niveau des structures grammaticales. Alors, la différence entre la traduction littérale et le calque, elles sont les mêmes, bien sûr. Alors, ce sont deux types de traduction. Mais la petite différence, c'est que dans le calque, on peut changer l'ordre des mots dans la phrase. Mais par contre, dans la traduction littérale, pas de changement au niveau des structures grammaticales. Alors, il conserve la catégorie lexico-grammaticale des termes du texte du départ et parfois même leur ordre séquentiel. Exemple, voir rouge, to see read. Alors ici, comme vous voyez, voir, c'est le verbe. Alors to see, on a gardé le même ordre. On a commencé par le verbe et l'adjectif read. More and more, de plus en plus. The look is on the table. Le livre est sur la table. Alors comme vous voyez ici, il y a une traduction littérale. Il garde l'ordre et l'organisation des structures des termes au niveau grammatical. Alors concernant le deuxième grand type des procédés, ce sont les procédés indirects ou obliques. Je vais sauter cette partie tout simplement parce que nous avons déjà fait dans l'examen. Alors je vais tout simplement vous lire pour bien avoir une idée générale. Alors le premier procédé, c'est la transposition. On dit aussi la recatégorisation. 2. La modulation. 3. L'équivalence. 4. L'ajout et la suppression. Entre parenthèses, étoffement et allègement. Alors maintenant, je passe à la traduction des textes de spécialité. Il y a une distinction entre traduction des textes pragmatiques au sens de textes portant sur d'autres discours que littéraires. Dans la classe des traductions des textes pragmatiques, on trouve. Quand on dit texte pragmatique ou bien texte de spécialité, il y a nos sources dire tarsos, nos sources pragmatiques naf'iyya.
Alors il y a un profit derrière ce travail. Alors il y a les types des textes pragmatiques. On trouve la traduction journalistique, la traduction publicitaire, la traduction du discours politique ou économique. Alors la traduction dite pragmatique suppose une reformulation en direction d'un public précis. Quand on dit pragmatique, quand on dit un texte spécial, un texte spécifique, c'est un texte qui se trouve dans un domaine qui a un public précis. Alors, alors le lecteur doit suivre des techniques pour bien réussir à bien traduire ce genre de texte. Cette reformulation est indispensable à la compréhension du message à transmettre, qu'il s'agisse d'éclairer les notions ou d'élucider les termes qui posent problème. L'interprétation d'un discours spécialisé constitue un enjeu assez important. L'interprétation هي التأويل le discours الخطاب الخاص يبقى رهانا مهما surtout pour le lecteur qui doit comprendre ce qui est décrit, pouvoir distinguer l'essentiel de l'accessoire, de façon aussi claire que dans le discours source, car contrairement à un spécialiste, le lecteur ne maîtrise pas toutes les notions de base du domaine. Alors, dans ce genre de texte, on ne s'adresse pas aux spécialistes, tout simplement parce que les spécialistes connaissent déjà ce genre de texte. Mais on s'adresse spécifiquement aux lecteurs qui ne maîtrisent pas, qui ne connaissent pas toutes les notions de base du domaine. La traduction spécialisée en direction de lecteurs non spécialistes présente des contraintes. Il s'agit de permettre la construction d'un sens dans une situation bien précise d'échange entre niveaux de compétences différents. Alors, ici, il y a des contraintes, il y a des obstacles à bien comprendre, surtout pour les lecteurs. Alors, maintenant, on va voir les critères de validité de la traduction dite pragmatique. مؤشرات ترجمة نصوص النفعية نصوص ذات التخصص. La question qui se pose est celle de la validité du texte produit en fonction du public visé, outre la fidélité indispensable au contenu de message à transmettre. Le traducteur doit anticiper le processus d'interprétation de son texte par ses lecteurs et en reformuler le contenu en tenant compte de 3 critères généraux de validité et qui correspondent aux 3 objectifs indispensables au succès de la communication. Alors dans ce cas, pour que le traducteur réussisse à bien être compris par son locuteur dans ce genre de texte bien dit pragmatique, il faut suivre 3 critères. Il faut mettre en considération 3 critères. Alors, il y a 1, la lisibilité, qui va permettre le décodage du message. 2, l'accessibilité, qui va permettre la compréhension des notions. Et 3, l'acceptabilité, qui garantira la motivation du lecteur. Alors ici, il y a un tableau dans lequel il y a les critères de validité, les 3. Il y a le niveau, il y a l'objectif. Concernant la lisibilité, son niveau c'est morphosyntaxe, il y a un lexique général, et son objectif c'est le décodage. Alors quand on lit un texte, on le décode bien sûr. 2, l'accessibilité, le niveau c'est niveau cognitif, terminologie et phraséologie spécialisée. Alors ici, on entre dans la compréhension. Alors bien sûr, pour bien comprendre un texte, il faut comprendre ces termes, bien sûr. 3 et dernier, acceptabilité. Le niveau, c'est niveau pragmatico-culturel et l'objectif, c'est la motivation. Pour bien être motivé, pour bien l'acheter, bien sûr. Alors, on va décortiquer ces 3 critères par la suite. 1, la lisibilité. C'est un critère primordial, ça veut dire essentiel, indispensable, très important.
Le public visé doit pouvoir lire facilement le texte traduit. Alors c'est tout à fait simple, lisibilité al-maqrouya. Alors le texte doit être bien lu, alors doit être lisible. On doit donc y trouver des formules adaptées à son niveau de compétences linguistiques. Il faut soigner la logique des enchaînements du discours, éviter les phrases inutilement complexes et les effets de style qui pourraient perturber le décodage. Alors il faut mettre en considération le niveau langagier du lecteur, à savoir les termes, les phrases, les structures et ainsi de suite. 2. L'accessibilité. الوصولية أو مقبولية الوصول. Ce critère concerne les connaissances du domaine. Une publication scientifique dont le texte est parfaitement lisible et cohérent pourra être décodée sans problème par tous les locuteurs maîtrisant la langue de départ. Elle restera néanmoins incompréhensible pour les lecteurs qui ne maîtrisent pas les notions fondamentales évoquées. Alors, le texte doit être accessible par les connaissances du domaine qu'il contient. Dans un texte visant un public non spécialisé, il s'agit de donner accès à ces notions indispensables. Il faudra donc notamment adapter le vocabulaire spécialisé aux acquis du public visé. Entre parenthèses, définition en contexte, équivalent plus simple et plus concret lorsque c'est nécessaire, tout en veillant au respect de l'usage en langue cible, de façon à permettre au lecteur de comprendre et non seulement de décoder ce qu'il lit. Bien sûr, alors dans ce deuxième type, le lecteur doit comprendre le sens, parce qu'il a tout simplement bien lu dans la première étape. Le dernier terme, c'est l'acceptabilité, dans sa culture bien sûr. Pour que le lecteur lise avec profit, il faut qu'il y soit disposé. Le texte doit correspondre à ses attentes pour créer une motivation et, si possible, un plaisir à la lecture. Ceci concerne notamment le style d'interlocution, le choix d'exemples culturellement pertinents, voire le traitement des passages humoristiques. Par exemple, on ne rit pas des mêmes choses, ni de la même façon dans tous les pays. Alors ici, la chose qu'on a fait, par exemple, une publication ou bien un pub sur un produit, et l'annonce ou bien la pub doit être bien lue, doit être accessible au lecteur, à tout le monde, et doit être aussi acceptable. C'est par exemple le produit est illicite dans une culture, alors l'acceptabilité sera interdite ou bien sera rejetée. Alors jusqu'ici, je vous laisse et j'espère que vous avez ou bien vous aurez quelques idées dans la tête afin de bien comprendre cette partie du cours de l'initiation à la traduction. Je vous laisse et au revoir.